On va accueillir Laurent Frisch, directeur du numérique de Radio France. C'est bon. C'est toute la beauté de cette journée, c'est que le podcast s'est fait par plein d'acteurs très différents, des indépendants, des petits acteurs et puis des grosses maisons, si je peux parler comme ça, de Radio France. Et sans plus attendre, parce qu'ensuite tu dois filer, Laurent, je vais te passer la parole pour nous expliquer ce que veut dire le podcast pour vous. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Ouais, en plus c'est une petite conférence sur les podcasts et on voit bien la différence entre les podcasts et la radio, c'est que à la radio, l'horloge c'est sacré. Et c'est ce qui fait la beauté des podcasts justement. Alors, j'ai envoyé des slides presque au dernier moment et Joël a failli me déprogrammer quand il a vu le titre qui n'était pas celui qui était indiqué sur le programme au départ. Et alors évidemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu de l'inverse. Moi aussi, à vrai dire. C'est ce que je vais vous démontrer d'ailleurs. Que le podcast est extrêmement vivant, ça marche extrêmement bien. Néanmoins, je bossais il y a quelques années sur ça, le téléchargement de musique qui, vous savez, au milieu des années 2000, a largement pris le pas sur la vente de musique packagée, ce qu'on appelait le CD avant, donc vous achetiez un album. Et la vente de titres s'est développée sur Internet, en plus du piratage, en parallèle du piratage, et a commencé à casser le marché du CD. C'est pas que les gens écoutaient moins de musique, les gens n'ont jamais écouté autant de musique, mais ils se sont mis à l'acheter ou à l'approcher différemment. Et le problème du téléchargement de musique, sur lequel finalement je vais prétendre un peu la même chose, c'est que le marché était dominé par un acteur, Apple, qui vendait ses morceaux 0,99 $ sur iTunes, et que cette modalité-là correspondait à une application, un acteur, un certain type d'usage, et que finalement plein de nouvelles façons de rentrer dans la musique, de l'écouter, de l'approcher, sont arrivées sur le marché. Les plateformes de streaming comme Deezer, Apple Music, Amazon y va aussi. Les acteurs de la vidéo, YouTube est probablement la première plateforme d'écoute de musique au monde, alors que ça marche sur un support, sur un format vidéo. Les radios et les formats web de la radio, des web radios non interactives, des web radios interactives, les choses comme Pandora, extrêmement dynamiques, qui vous font vos radios personnalisées, etc. etc. Et la façon qu'on a de consommer la musique, c'est totalement débridé, décloisonné de d'abord la vente d'albums, puis après la vente de musique, qui plus est par un acteur unique et central qui est Apple. Or, sur le podcast, finalement, on constate un peu la même chose. On disait Apple est central. Donnons un chiffre, Apple représente à peu près 70% des téléchargements de podcasts au monde. C'est juste notre évaluation à nous, mais qu'on a corrélé avec d'autres grands acteurs du podcast un peu partout. 70% de ce marché, de ces sons, de ces audios qu'on télécharge sur son smartphone et qu'on écoute quand on veut, qu'on soit connecté ou qu'on ne soit pas connecté, qu'on télécharge d'ailleurs et qu'on écoute peut-être pas, on ne sait pas vraiment. C'est d'ailleurs un des problèmes du format de podcast qui est que, contrairement à l'ensemble des autres formats qu'on a vus pour la musique, on ne sait pas réellement mesurer l'usage. On a des indicateurs approximatifs qui nous permettent de circonscrire à peu près ce qu'est le marché. Mon évaluation personnelle faite sur un coin de papier, c'est en 2016, combien ? 15 milliards de téléchargements de podcasts dans le monde, sur toute l'année. Ça vaut ce que ça vaut, mais en corrélant différentes sources, dont celle d'Apple sur les volumes, c'est à peu près à ça qu'on arrive. Une croissance réelle de l'ordre de 15-20% par an sur ces 2-3 dernières années. Néanmoins, ce qu'on a constaté, nous, à Radio France, en développant d'autres formats que le podcast, c'est que certaines choses comme la vidéo croissaient vraiment beaucoup plus vite que le téléchargement d'audio sur ces téléphones. Sur ces 2 dernières années, les vidéos vues chez nous ont cru 10 fois plus vite que les téléchargements de podcasts. Vous allez me dire peut-être que vous étiez nul avant, que ça partait de zéro, etc. Je ne sais pas si on était nul. En tout cas, de fait, en s'adressant à la question des plateformes vidéo comme YouTube et Facebook, on s'est rendu compte qu'on pouvait toucher énormément de monde avec des sons faits pour la radio sur ces plateformes-là. Je vais vous donner 4 exemples très rapides, avec des extraits très courts de 30 secondes, de choses qui marchent beaucoup mieux en vidéo qu'en podcast chez nous, alors que c'est de la radio au départ. Premier exemple sur Move, avec un son issu, je crois, de la matinale. Ouais, c'est ça, de l'émission Morning Sofran. On peut l'écouter sans son, ce qui nous met dans les conditions de visionnage des utilisateurs de Facebook. Et dès le moment où on activera le son,
on se retrouvera dans la situation d'un utilisateur de YouTube. C'est pas grave, de toute façon, enfin, vous avez compris qu'ils disaient des conneries, qu'ils se marraient, qu'ils étaient sur un plateau. De toute façon, l'image montrait déjà beaucoup de choses en fait. En vrai, le propos pour ce genre d'émission, il passe. Il passe, on l'écoute. C'est vraiment une émission de flux, c'est une matinale de radio. En podcast, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Les gens vont pas télécharger ça, ou très très peu. Or, en vidéo, et beaucoup sur YouTube, à vrai dire, pour ce format-là, c'est-à-dire avec le son, les gens l'écoutent. On a des milliers, parfois des dizaines de milliers d'écoutes sur cette vidéo-là de la matinale de Move. Deuxième exemple, quelque chose qui cartonne en podcast, mais qui cartonne encore plus en vidéo. L'humour sur France Inter. On a plein d'humoristes toute la journée. C'est du pain béni quand vous mettez ça sur Internet parce que les gens adorent, se les partagent, les commentent. C'est très viral. En voilà un exemple. Thomas VDB, justement. Oui. Vous avez le micro. Go, go, go. Hier, un astéroïde a frôlé la Terre. On a tous failli mourir. Oui, mais on n'est pas mort. Force est de reconnaître que ça fait plaisir. Hey! Hey! Voilà, après on peut la chanter pendant longtemps encore. Oui, parce qu'évidemment, hier, un astéroïde est passé à environ 2 millions, 2 kilomètres de la Terre. Eh ouais, alors je sais que ça en étonne peut-être de m'entendre parler d'astronomie à haut niveau. Il nous est arrivé de faire jusqu'à 10 millions de vidéos vues sur une seule vidéo issue de l'antenne. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup partager, ça fait des cartons sur Facebook. Et ce qu'on constate, c'est que les gens lancent l'écoute en autoplay sur Facebook sans le son, qu'on en perd la moitié après quelques secondes, mais que ceux qui restent au-delà de ces quelques secondes activent le son et écoutent la vidéo, et pour beaucoup jusqu'au bout. Bon, ça marche aussi bien en podcast. Mais si on regarde à l'unité, on a quelques centaines de milliers, parfois dizaines de milliers de téléchargements sur ces pastilles-là, et on a des centaines de milliers, voire des millions de visionnages en vidéo sur YouTube et ou sur Facebook. Troisième exemple, vous avez remarqué sur les deux exemples que je vous ai donnés la qualité de l'image extraordinaire, un sens de la réalisation aigu. Évidemment, c'est pas de la télé, c'est de la radio filmée. Et la radio filmée, c'est intéressant dans certains cas, quand surtout on l'a constaté d'ailleurs pour l'humour, la première pastille de Move où une bande se marre bien. Le deuxième exemple, un humoriste, Thomas VDB, qui fait son petit numéro. Et ça marche parce que c'est communicatif, on a envie de jouer avec ça, et ça marche très bien. Pour la plupart des émissions qui sont diffusées en radio, filmer les gens, ça ne sert absolument à rien. Déjà, la plupart du temps, vous voyez des gens qui bougent à peine les lèvres, donc c'est quasiment des images fixes, où quand on regarde en détail, on en grossit beaucoup, on voit que des lèvres bougent, pas très intéressant. La lumière est souvent pas géniale. Bref, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de regarder. Or là, je pense moi à nos petits internautes qui sont sur YouTube et Facebook et qui ont besoin d'occuper, que l'espace visuel soit occupé. Alors je vais vous montrer un exemple de ce qu'on a pu essayer de faire, en l'occurrence avec France Info, sur la chronique qui s'appelle « Expliquez-nous » de l'antenne. Starbucks est la plus grosse chaîne de café dans le monde. 19 000 boutiques environ, 200 000 employés qu'on appelle des partenaires. Le groupe est coté au Nasdaq. Son chiffre d'affaires est d'environ 15 milliards de dollars, bénéfice 2 milliards. Mais Starbucks, ça n'a pas toujours été aussi gros. Ça a même commencé tout petit, en 1971, à Seattle, aux États-Unis. Au départ, il y a 3 amis qui en ont assez de boire du jus de chaussette en guise de café. J'ai fait l'expérience la semaine dernière de montrer cette vidéo à des non-francophones, à des détails près, je l'ai montré en intégralité, à des détails près, ils ont compris de quoi ça parlait. Parce que le support visuel permet d'accompagner le propos écrit pour la radio au départ, mais de façon très convaincante si on le pense vraiment pour ce qu'il est. À savoir quelque chose qui souvent sera regardé sans le son. Quand vous avez ce genre de chronique, le son est vachement bien, mais cette chronique, finalement, quand elle est écrite dans un livre ou qu'elle est représentée en image, elle passe aussi très bien. Il y a un certain nombre de propos, pas tous, mais il y a un certain nombre de propos qui se prêtent très bien à de la mise en image. Alors, ayant essayé ça, on s'est dit qu'on allait essayer aussi autre chose, pousser le bouchon encore un peu plus loin et se remettre dans la configuration qu'on avait tout à l'heure quand je vous ai montré la pastille de Move, à savoir faire de la radio sans le son.
Ouais. Ben, précisément. On s'est dit que peut-être on pouvait inventer une écriture visuelle qui permettrait de reprendre le propos tenu au départ pour de la radio, pour de l'audio, pour un seul de nos sens, et s'adresser à un seul de nos sens, mais un autre, la vue. En se demandant si on pouvait transcrire ça. On a essayé pendant des mois et des mois, en prenant des moments de radio, en les mettant en images, et puis, au bout du bout, on s'est dit, mais si on coupait vraiment le son et qu'on arrêtait de mettre la chronique radio, qu'on gardait plus que l'image, est-ce qu'on l'écrirait de la même façon? Est-ce qu'on l'écrirait pas un peu différemment? On a essayé ça avec notre équipe enquête-investigation, celle que Bayrou a appelée il y a quelques jours. Et on a essayé de prendre des moments des enquêtes et de les illustrer graphiquement. Alors, je vous laisse juste apprécier la qualité de la musique qu'on a choisie. J'ai deux méthodes. C'est une application qu'on a développée, une sorte de jeu. Pour gagner des points, il faut cliquer sur j'aime. Et en arrière-plan, il clique sur le j'aime de la page. C'est-à-dire j'injecte des faux profits. Je peux livrer jusqu'à 50 000 par jour en faux profits. Dans cette expérimentation, on a quand même choisi de garder les moments d'interview, mais vous voyez qu'on n'a rien d'autre. On a une musique sans intérêt. En fait, ces vidéos sont faites pour être regardées sans le son. Elles sont faites pour Facebook. Donc on a une équipe qui travaille, qui produit un reportage, une enquête, qui passe à l'antenne en radio, qui produit des sons spécialement pour le numérique, ou des versions spécialement pour le numérique, et des pastilles vidéo qui sont pensées pour être de la radio finalement sans son, pour être regardées. Alors, est-ce que vraiment, in fine, le format podcast est amené à stagner et à ne pas se développer au profit de nouvelles choses, comme la vidéo? Je vais d'abord vous montrer une courbe qui ressemble à une exponentielle, qui est, année par année, le nombre de podcasts téléchargés parmi les contenus de Radio France. C'est sympa comme courbe. Ça ne se passe pas tout seul, ça. Ce n'est pas une croissance mécanique des usages. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais donc à cette conférence sur les podcasts à Copenhague, où le patron de Midroll, celui qui a racheté Stitcher, nous montrait ces courbes-là de croissance des podcasts aux États-Unis, et il la corrélait directement à la croissance des smartphones. En gros, plus les gens ont des smartphones, plus ils écoutent de podcasts, et c'est totalement corrélé. C'est-à-dire 2 fois plus de smartphones, 2 fois plus de podcasts écoutés. Je me suis amusé à prendre sa courbe et essayer de la superposer avec la mienne pour voir ce que ça donnait. Et ça a donné ça, ce qui a montré que la croissance des podcasts, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les acteurs, mais en tout cas ça l'est pour nous, va beaucoup plus vite que la croissance du marché. Je vais d'ailleurs vous donner des chiffres précis, parce que j'aime bien donner des chiffres sur Radio France. On en est à plus de 50 millions de podcasts téléchargés chaque mois. Je vous donne aussi en corrélation le nombre de live radio écoutés en streaming. Ça, c'est 60 millions de live radio. Ça représente 12% de l'écoute de la radio pour nous. C'est-à-dire 12% à peu près de l'écoute de France Inter, ça se passe en streaming. Pareil pour France Info, pareil pour France Culture, etc. Et on voit que le nombre de podcasts téléchargés est quand même vachement important. 50 millions. Ça progresse plus de 2 fois tous les 2 ans. C'est énorme. Sauf que la vidéo, on l'a vu, arrive aussi, et arrive en complément. Ça ne se passe pas tout seul, cette croissance des podcasts. Je tiens à dire, au regard des présentations que j'ai entendues précédemment, ça ne se passe pas uniquement par la qualité des contenus. Alors on a un atout à Radio France, contrairement à beaucoup d'autres radios, c'est qu'on diffuse naturellement des podcasts. On a des radios qui diffusent des émissions, mais ces émissions sont en fait des choses qui ont une validité, qui restent pérennes, qui ont une validité quelques jours, quelques mois, quelques années parfois, voire même quelques décennies pour certaines. Et produire à la vitesse du flux des podcasts, c'est un atout énorme pour nous. Et donc on a une manne, on a une mine d'or avec tout ce qu'on produit au départ pour la radio. Mais entre avoir une mine d'or et faire que les gens arrivent à l'écouter, il y a un boulot de dingue. On l'a entendu avant, de référencement, etc. Il y a plus généralement un boulot d'editing, c'est-à-dire comment, à partir d'un son qu'on a créé, on arrive à en faire un son qui est non seulement adapté aux écoutes en podcast,
quand on est dans le métro, dans le bus, chez soi le soir, etc., etc. Mais comment on accompagne ça de toute une démarche pour que ces podcasts soient découverts ? Si je devais voir le verre d'eau à moitié vide concernant Radio France, c'est que la grande majorité des podcasts qu'on met en ligne sont très peu écoutés. Très peu. Sauf qu'on met tellement de choses en ligne, à peu près 5000 nouvelles émissions par mois, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est beaucoup, 5000 épisodes par mois. Oui, dans tout ça, il y a un certain nombre de choses qui sont des hits. On a 10 flux qui sont au-dessus du 1 million de téléchargements par mois. Et on a vraiment une courbe, comme on les voit dans les manuels de marketing, quand on explique ce qu'est une longue traîne. C'est exactement ça, ce qui veut dire qu'on a un petit nombre de podcasts qui font des volumes importants, mais quand même beaucoup de podcasts qui sont téléchargés moyennement, et énormément de podcasts qui sont téléchargés un peu. Et à la fin, en additionnant tout ça, on arrive à 50 millions. Pour passer de pas écouter à très écouter, c'est pas la qualité des contenus qui change chez nous, puisque par définition on a des contenus qualité radio. C'est pas la façon dont on les construit, c'est la façon dont on les édite, dont on les distribue et dont on les amène à la connaissance du public. Donc oui, le podcast a un vrai avenir. Il a déjà un présent, il a un vrai avenir. N'empêche, il va falloir beaucoup travailler. On a parlé, je crois qu'on en parlera encore, de la question des mesures. La vidéo, tout est mesuré à la seconde près. Les podcasts, rien n'est mesuré, sauf le nombre de téléchargements, sauf sur certaines plateformes où on peut avoir des données, mais pas sur la plateforme principale, dont on attend beaucoup, Apple, pour les mois qui viennent. La qualité d'editing, j'en ai parlé. Ah mince. Ça veut dire que je dois partir. Et j'ai mis en jaune un mot qui est marketing, qui n'est pas un gros mot pour moi, et qui veut dire comment faire pour que des contenus géniaux que nous, que vous avons produits, réussissent à trouver leur public. Et c'est extrêmement compliqué, puisqu'on est face à une quantité de production extraordinairement importante, généralement de qualité, et émerger et trouver son chemin vers des gens déjà très occupés et harcelés d'offres, de services et de contenus tout le temps, c'est pas évident. Donc ça veut dire que les podcasts, on va réussir à les faire exister, et tous ces sons géniaux qu'on produit, on va réussir à les faire exister, à condition de penser non seulement leur format classique, RSS, des podcasts téléchargés dans l'appli d'Apple, mais aussi, dans certains cas, leur format dérivé, la façon dont on les indexe, la façon dont on les décline, je ne sais pas, en vidéo, ce qu'on a vu d'Arte, je trouvais ça extrêmement convaincant, puisque ça permet d'occuper le terrain justement sur des plateformes où le son n'a pas du tout sa place, en tout cas pas seul. Et la façon dont on fédère des gens autour de ces podcasts pour que l'enjeu, c'est de ne pas avoir des gens qui passent et qui ne reviennent pas, mais des enjeux qui passent, qui goûtent, à qui ça plaît, qui vont aimer, qui vont revenir et qui vont en parler autour d'eux. Voilà ce que j'avais à vous dire, et comme le temps m'est compté, je ne vais pas commenter les derniers chiffres que je vous donne. Vous pouvez les prendre en photo ou les noter si vous le souhaitez. On n'est absolument pas gênés, nous, pour communiquer sur nos chiffres, d'autant qu'on en est fiers. Merci à tous. J'ai négocié le temps pour une question. Alors, quelqu'un qui a pas... Alors, deux, ok, on progresse. Hop. Attends, hop. Bonjour, j'ai beaucoup aimé le côté pro-vote du début de la présentation, et finalement je me suis dit que je n'avais pas très bien compris, parce que moi quand j'ai écouté le début, je me suis dit en fait que j'étais en train de comprendre pourquoi la radio était morte. C'est-à-dire que quand j'ai vu découler en fait vos exemples, j'ai cru comprendre que France Inter finalement ça allait, et le Move comptait beaucoup sur l'humour, tout ce qui est très viral, etc. Et donc finalement ça va être séduit dans quelques années, si c'est ça les produits forts en fait que vous proposez, qui sont diffusés sur la vidéo, etc. Et donc finalement, en fait, je trouvais ça un peu contradictoire finalement de montrer ces produits-là, alors qu'au final, tout ce qui finalement, on a l'impression qui émerge dans le monde des podcasts, et justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur des temps longs, sur des contenus de qualité, et sur des choses qui effectivement allaient moins vers l'immédiat, le buzz et tout ce qui circule et fonctionne en vidéo. Non, mais un des podcasts qui fait un carton en France, c'est Chose à savoir, qui est un podcast de 3 minutes, qui rentre pas dans des détails extrêmement complexes et qui vulgarise des choses très simples. Je pense qu'il n'y a pas un format de podcast, il y en a 15 000. Format éditoriaux.
et des écritures pour les podcasts, oui, on voit beaucoup de choses longues, très intéressantes, mais quand vous regardez juste une journée type de n'importe qui en France, et vous comprendrez que c'est pas simple d'émerger avec des podcasts de 50 minutes. Il y a la place pour ça, il y a la place pour des podcasts longs et pour des choses qui s'installent, mais sur des petits publics. Et plein de choses sur des petits publics, ça fait quand même des gens qui écoutent des choses intéressantes. Simplement, il y a de la place pour plein de formats différents. Et d'abord, la radio, paradoxalement, n'est pas tellement en déclin. Elle l'est chez les moins de 25 ans, ça c'est vrai, fortement, au profit des plateformes comme YouTube, Snapchat, etc. Mais la radio, de façon plus générale, n'est pas tant que ça en déclin. Le podcast est en croissance et les formats qu'on y observe sont extrêmement diversifiés. Ce qui cartonne sur Radio France, c'est autant des pastilles d'humour de 3 minutes que des émissions de culture d'1 heure, une émission de philosophie d'1 heure, des émissions d'histoire, etc., etc. Donc il y a de la place pour vraiment beaucoup de choses. Non, j'ai choisi des exemples. Par contre... Non, j'en ai montré 2 de radio filmée, 2 de radio pas filmée, enfin de vidéos sans captation visuelle. Simplement, mon message était plus élémentaire que celui-là. C'est qu'il y a tout un tas de propos qu'on peut tenir ou d'expériences qu'on peut faire vivre aux gens. Il n'y a pas un modèle unique de réussite. Il y a beaucoup de modèles de non-réussite. Et les modèles de réussite sont assez ténus à trouver. Et pour ça, il faut ouvrir ses chakras et pas se dire que l'audio, la radio, c'est sacro-saint et ça doit rester dans sa bulle. Ça peut dans certains cas et ça doit dans certains cas. Et je défends d'ailleurs que plein de choses ne doivent pas être filmées et diffusées en étant filmées, que ça s'adapte à certains types de contenus, ce que je voulais montrer, mais vraiment pas à tout. Mais que selon ce qu'on veut faire et selon ce qu'on veut tenir comme propos, il faut regarder différentes choses et différents modèles d'écriture, de format, de plateforme, etc. Merci. Une deuxième question. Vous avez insisté sur l'importance de l'editing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir, selon vous, dans le podcast sans un editing fort. Mais qui dit editing fort dit des équipes qui sont assez staffées, avec des community managers, avec des graphistes, des monteurs, etc., etc. Attendez, on fait tous selon nos moyens, hein. Même Radio France, qui est une grosse maison, ce que j'ai entendu, quand vous descendez au niveau des gens qui font, il n'y a pas grand monde finalement pour faire de l'editing, du community management, etc. etc. Ce qui veut dire que quand on est une petite équipe, quoi qu'il en soit, on ne doit pas penser que la production, mais aussi la façon dont on va toucher le public. C'est fondamental. Enfin, en tout cas, si on a l'ambition de toucher du public, on peut se satisfaire de produire et de... Non, mais enfin... Il y a plein de contenus qui se justifient parce qu'on a besoin de parler. On fait une conférence, vous êtes combien? Vous êtes 100, 150? Joël pourrait dire précisément. Ça vaut le coup ce qu'on se dit, même si c'est pour 150 personnes. Donc il y a plein de choses qui valent le coup, même si c'est pour des niches, pour des publics. Imaginez un prof qui ferait son cours et qui le podcasterait pour ses élèves. Il est content si 90% de ses élèves le téléchargent. Les volumes, c'est pas toujours nécessaire. Simplement, si on veut faire du média entre guillemets un peu de masse, c'est-à-dire essayer de toucher, parce qu'on est fier de ce qu'on dit, qu'on aimerait que tout le monde l'entende, plein de gens, alors on est obligé de penser ça, oui. Et on l'est d'autant plus, pardon, je termine juste là-dessus, on l'est d'autant plus qu'en termes de, entre guillemets, marketing, si on se contente du format podcast classique, on est aujourd'hui tellement tributaire d'un seul acteur qui s'appelle Apple, qui est la première entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, avec lesquelles on peut négocier quasiment rien, parce que c'est une plateforme pour tout le monde super puissante. On a quand même intérêt à penser qu'il faut avoir un peu les mains libres pour essayer de trouver les chemins vers, aussi improbable soit-il, vers le public. Si, nous oui, parce qu'on est la 3e source de téléchargement de podcasts au monde pour Apple, derrière la NPR et la BBC. Donc on négocie, mais on n'obtient pas grand-chose, parce que nous, on est une grosse entreprise à l'échelle de la radio et de l'audio, on est une entreprise minuscule à l'échelle d'Apple. La capitalisation boursière d'Apple pourrait faire vivre pendant un millénaire Radio France. Juste pour les ordres de grandeur. Merci à tous.